Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Valérie Féty, je suis directrice générale adjointe au sein de l'agence Watt et responsable du pôle Brand Management. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour ce Trust Day de rentrée. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connectent. Je vais en profiter pour faire les présentations des personnes qui m'accompagnent ce matin et qui ont travaillé sur ce Trust Day. Donc, à mes côtés, Cantou tout d'abord, qui est planeuse stratégique senior au sein de l'agence, et Camille, qui est directrice de clientèle dans le pôle Brand Management. Et vous avez également que vous voyez dans une petite fenêtre, c'est Lucille qui est notre responsable de com à l'agence. Lucille aura les yeux rivés pendant toute la durée de ce Trust Day sur le chat. Et nous vous encourageons vivement, évidemment, à interagir avec nous, à nous poser vos questions, à nous partager vos expériences. Voilà, on est là pour discuter, partager, et j'espère que vous serez nombreux à interagir avec nous. Je n'ai pas le retour sur combien de personnes sont connectées pour le moment. Juste en introduction, peut-être vous dire que pour ce Trust Day de rentrée, on avait à cœur d'aborder un thème en lien avec la communication employeur. Alors, pourquoi ? C'est un peu une évidence, évidemment, puisque la rentrée est toujours un moment clé de l'emploi en France et en Europe en général. Et on sait aussi que beaucoup d'entre vous sont actuellement en train de déjà réfléchir à leur stratégie de communication employeur pour 2025. Donc, ça nous semblait le moment opportun de vous donner un peu de perspective et de prendre un peu de recul sur ce sujet-là. Et donc, avec Cantou et Camille, on a eu envie de décrypter comment, la façon dont les modes sociétales impactent les pratiques numériques. Et donc ces pratiques numériques, pratiques médiatiques, pas du tout numériques, ces pratiques médiatiques qui sont en grande partie numériques aujourd'hui, mais plus largement, on va en effet parler des pratiques médiatiques qui évoluent, qui se transforment. Et ça nous semblait intéressant de vous partager la façon dont ces pratiques évoluent, pour la simple et bonne raison que pour vous, c'est des nouvelles opportunités de communication. Et le champ des possibles est aujourd'hui peut-être beaucoup plus large qu'il y a une dizaine d'années. Et c'est l'opportunité pour vous d'oser explorer des nouveaux leviers et peut-être d'aller là où, en tant qu'employeur, on vous attend moins. Juste quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter l'agence Watt, si jamais vous n'avez pas cette connaissance. Donc, juste pour vous dire que Watt, c'est une agence de communication indépendante, spécialiste de la communication corporate et RH, et ça depuis 35 ans, que nous sommes 150 talents au sein de l'agence, majoritairement basés à Paris, mais nous avons aussi des agences dans les principales villes françaises que vous voyez sur la petite carte. Nous sommes un modèle intégré, ce qui veut dire que la majeure partie des expertises et des ressources que nous mettons à disposition de nos clients sont entre nos murs. Et dernier point, Watt, c'est aussi un collectif qui s'appelle We Are Together et qui embrasse deux autres agences. L'agence All Contents, qui est spécialiste du brand content, et également l'agence The Social Republic, qui est expert des social media. Un tout petit mot sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, donc la marque employeur, pour vous dire qu'on a une forte expertise sur ces domaines-là. Cette expertise, elle se traduit en quelques chiffres. C'est plus de 100 campagnes de marque employeur réalisées sur les 3 dernières années. C'est 60 experts de cette expertise au sein de l'agence. Et c'est aussi 20 experts médias qui accompagnent ces sujets de déploiement de la marque employeur. Pour vous dire aussi qu'on intervient sur toute typologie de clients, toute taille, tout secteur d'activité. Vous en voyez quelques-uns ici, mais évidemment que nous sommes en capacité d'accompagner très largement l'ensemble des clients qui se posent la question de cette marque employeur aujourd'hui.
Voilà pour le petit mot d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est donc le thème d'aujourd'hui. Donc, employeur, osez être là où on ne vous attend pas. Alors, on ne peut pas commencer à parler de communication employeur sans se poser la question du contexte dans lequel cette communication évidemment s'inscrit. Donc, quelle est la situation du marché de l'emploi aujourd'hui en France? Je ne vous apprends rien évidemment en vous disant que les intentions d'embauche en 2024 diminuent en France de près de 8%. Donc, ça représente quand même 250 000 projets de recrutement en moins. Alors, tant mieux, vous me direz, en tant qu'employeur, ça pourrait laisser entendre que ça va être moins compliqué de recruter vos candidats. Mais évidemment, vous savez que ce n'est pas aussi simple. Preuve en est malheureusement encore le nombre très conséquent d'emplois vacants aujourd'hui en France. C'est plus de 550 000 emplois vacants, alors qu'il y a près de 5 millions de chômeurs. Donc, il y a toujours un décalage entre l'offre et la demande. Et cette inadéquation entre l'offre et la demande, malheureusement, elle tend encore aujourd'hui à se renforcer. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que évidemment, cette diminution des intentions d'embauche, elle ne concerne... Pardon Valérie, je te coupe parce que Oui. j'ai quelques personnes dans le chat qui ont l'air de me dire qu'ils n'ont pas de son ni d'image. Est-ce que dans le chat, vous pouvez réagir s'il y en a pour qui ça fonctionne? Ça fonctionne. Chez moi, tout est bon, tout est bon. C'est rassurant, mais embêtant pour ceux qui... Mais le problème n'est pas de chez nous. D'accord. Donc, n'hésitez pas à vous déconnecter et reconnecter pour ceux chez qui il y a un problème. Merci, je te laisse reprendre. Je poursuis. Ce que je disais, en effet, c'est que cette diminution des intentions d'embauche, évidemment, elle ne concerne ni tous les secteurs, ni tous les profils. Vous savez que c'est toujours extrêmement compliqué de recruter des ouvriers spécialisés, des experts, quel que soit le sujet, de trouver aussi des nouveaux collaborateurs dans la restauration, dans le domaine de la santé. Si on prend par exemple le domaine aussi de l'assurance et des finances, c'est un secteur porteur aujourd'hui avec des intentions d'embauche qui sont quasiment en augmentation de 8%. Donc, cette donnée un peu générique que le marché de l'emploi, en effet, se détend, est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et évidemment, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a encore aujourd'hui 77% des employeurs qui évoquent des grosses difficultés à recruter par manque de candidats et par inadéquation des profils des candidatures reçues. Autre difficulté aussi, vous êtes nombreux parmi nos clients à nous solliciter pour un enjeu de féminisation de vos équipes. Donc, c'est aussi un enjeu, voire un défi selon les métiers et les secteurs d'activité. De fait, donc vous avez compris, le marché de l'emploi se détend un petit peu, mais la tension reste élevée. Et donc, il est encore primordial de travailler aujourd'hui sa notoriété, évidemment, pour les employeurs qui sont les moins connus, mais surtout et beaucoup son attractivité en tant qu'employeur. Donc ça, comment faire? Donc nous ne sommes pas, et vous non plus, comme la bonne fée de la Belle au bois dormant. Donc on n'a pas des dons de magicien. Donc l'idée, c'est évidemment d'adopter une approche très rationnelle de la chose. Et cette approche, pour nous, le point de départ, c'est d'étudier vos cibles. Et lorsqu'on étudie les candidats, même dans leur diversité, l'idée, c'est d'essayer peut-être de changer de regard sur ces fameux candidats.
Donc il y a ce qu'on connaît de façon assez classique du candidat, donc avec sa facette de candidat actif. Tel Superman, il va déployer tout un tas d'actions et il va être très engagé dans sa recherche d'emploi et de façon encore aujourd'hui assez normée. Ce candidat, il utilise évidemment l'ensemble des plateformes de recrutement qui sont à sa disposition, donc pour 85%. Les sites carrières, évidemment. Ce candidat, de façon aussi classique, a un CV à jour. Une lettre de motivation de moins en moins, on va pas se mentir, mais en tout cas, il est prêt et actif dans sa recherche d'emploi. Et mine de rien, il est encore assez engagé et consciencieux, puisqu'il va être il va passer 3 à 4 heures de son temps pour préparer une candidature de qualité. Donc ça, c'est une facette du candidat tel qu'on le connaît. Pardon, je crois que j'ai appuyé beaucoup trop violemment et trop vite. Je reviens là où j'en étais. Quand on parle de changer de regard, en fait, il faut aussi se dire que ce candidat actif, avant tout, c'est une personne comme les autres, voire comme tout le monde. Et comme Superman, dans la vie de tous les jours, c'est monsieur tout le monde. Donc ce candidat, il est certes actif de temps en temps, peut-être, mais il est beaucoup passif. Et dans le reste de sa journée, ça va être quelqu'un qui va être présent sur les réseaux sociaux, qui va passer son temps à scroller pour consommer du contenu et qui va être attaché à l'univers et à la valeur des marques qu'il consomme, qu'il achète. Voilà, donc ce candidat vraiment à plusieurs facettes et il peut tout autant être actif et passif en même temps. Et c'est ça qu'il est important d'avoir en tête, puisqu'il va falloir évidemment multiplier les points de contact avec ce candidat, que ce soit dans sa sphère de recherche d'emploi ou de recherche ou d'information ou de consommation personnelle, et de pouvoir déployer des stratégies qui vont aller toucher ce candidat, quel que soit là où il se trouve. Je vais passer la parole à Cantou. Comme le disait Valérie, du coup, on a des candidats qui sont à la fois Superman et Clark Kent, qui sont finalement des gens comme les autres. Une fois qu'on s'est dit ça, la question qu'on va se poser, c'est comment on va pouvoir les trouver, comment on va pouvoir rentrer en contact avec elles et eux, là où finalement ils vont pas nous attendre, là où on va pouvoir faire preuve de notoriété, d'attractivité et venir tout simplement rayonner auprès de ces candidats, qu'ils soient actifs ou passifs. Et pour répondre à cette question, on a tout simplement mis en place une démarche qu'on fait souvent en communication, qui est de réfléchir aux usages en fait de ces personnes qui sont comme nous et comme vous, de réfléchir en fait aux phénomènes sociétaux qui vont structurer et traverser leur quotidien pour en dégager des insights et tout simplement des inspirations en communication. Et la première norme sociétale, le premier phénomène qu'on peut observer, c'est le cultural activism. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, c'est un néologisme qui est un peu stylé quand on fait des revues de tendance et on voulait le faire, tout simplement. Et puis plus sérieusement, en fait, c'est une contraction qui est pas inintéressante puisqu'on vient montrer en fait que l'engagement, voire l'activisme, aujourd'hui a une place de plus en plus importante dans notre culture. Si on se penche un petit peu sur l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, sur le tapis rouge de Cannes, on a eu la fameuse robe qui venait en soutien à la Palestine. On a le chanteur-rappeur Michael Moore qui a fait aussi toute une déclaration et une chanson dédiée à l'actualité géopolitique. On a dans les contenus culturels qu'on va consommer comme des séries particulièrement engagées comme Dear White People. Et aujourd'hui même, au-delà de la sphère purement culturelle, on va aussi avoir en fait des manifestations d'engagement sociétaux qui vont apparaître à peu près sur tous les pans de notre culture et de notre vie. On a récemment vécu avec ferveur les Jeux Olympiques et bien évidemment la cérémonie d'ouverture a beaucoup fait parler d'elle puisqu'elle promouvait un modèle qui se voulait plus inclusif. On a eu aussi dernièrement, pendant les législatives, tout simplement la prise de parole d'influenceurs, ce qui est complètement nouveau, comme Squeezie par exemple, qui pour la première fois a pris la parole en mettant en avant un engagement politique et en tout cas citoyen.
Plus largement, si on quitte les sphères de la France, on a les fameuses Swifties, des fans de Taylor Swift, qui vont aussi prendre la parole et avoir un impact considérable sur la politique et les opinions, tout simplement en s'emparant en fait des grands sujets, notamment les élections. Donc on se rend compte que finalement sur toutes les sphères, que ce soit le cinéma ou la musique, et là c'est un peu classique, mais aussi tout simplement sur les événements sportifs, sur l'influence, eh bien on va avoir de plus en plus d'engagement, voire d'activisme. En quoi c'est intéressant pour nous ? Ça relève un insight qui est finalement pas si nouveau que ça parce qu'il est installé depuis plusieurs années mais qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir qu'aujourd'hui, en fait, c'est important pour nous de consommer des contenus qui sont à l'image de nos convictions. On a besoin d'une résonance finalement à travers les médias, à travers les contenus culturels qui vont tout simplement nourrir nos valeurs. Et en termes de communication, eh bien, ça se traduit notamment par l'émergence de médias engagés. Alors attention, encore une fois, c'est un phénomène qui s'est produit depuis plusieurs années, qui vient prendre de l'ampleur. Vous n'êtes pas sans connaître Brut, Loopsider ou Combini, qui étaient les pure players qui ont en fait ouvert un petit peu la voie à une prise de parole sensiblement plus engagée, tout simplement parce qu'ils s'adressaient principalement aux jeunes générations. Et quand on dit jeunes, on dit tout simplement on va remettre en cause le système qui est mis en place actuellement. Ça, c'est une chose, mais aujourd'hui, on voit la prolifération, si je puis me permettre, de nouveaux médias qui vont vraiment avoir une ligne éditoriale engagée sur des causes spécifiques. On a l'exemple ici à l'écran d'Urbania, par exemple, qui va avoir une prise de parole assez engagée sur la politique et la société. On a Simone ou plein d'autres périodes qui vont être concentrées sur la thématique féministe et queer-friendly, ou d'autres médias plus sur le créneau, somme toute, assez important de l'écologie. Ce qui est intéressant là-dedans, en termes de brand content, et vous connaissez, ça va permettre en fait aux annonceurs d'associer leurs valeurs à celles des médias qui vont investir. Mais au-delà de ça aussi, ça va permettre de toucher un public très spécifique qui va partager justement ces valeurs et cette culture. Dans le cas d'Urbania, on a la promotion du Festival de l'UMA. C'est pas inintéressant puisque très clairement, directement, on va pouvoir avoir accès à un public qui est déjà sensible finalement aux valeurs qui sont transmises dans le Festival de l'UMA. Dans le cas de Simone, on a eu des campagnes qui ont été faites avec le gouvernement contre le harcèlement de rue. Et là, pour le coup, on vient s'appuyer sur une légitimité, un discours qui est reconnu autour de la thématique féministe et la lutte contre le sexisme. Dans le cas de Média Positive, on est plus dans le B2C, mais on a la promotion de Too Good To Go. Donc en fait, on vient promouvoir à la fois une marque, mais aussi un lifestyle, un mode de vie qui est lié à l'écologie. Et encore une fois, ça permet en fait aux marques et aux annonceurs de venir créer un univers cohérent qui rentrent en résonance avec les convictions et les valeurs de leurs audiences. Et vous allez nous dire, et la marque employeur dans tout ça, justement, c'est pour ça qu'on explore ces nouveaux médias et ces nouvelles manières de faire des contenus. Et donc là, on voulait vous partager ce cas qu'on a réalisé avec PwC. PwC a une culture très engagée en faveur de la maternité, en faveur des longues maladies, du bien-être des collaborateurs de manière plus générale, et très attentive à ses collaborateurs, et donc a voulu traduire ces valeurs et les illustrer à travers des contenus un petit peu plus engagés. Et donc pour ça, quoi de mieux que de s'associer avec des médias qui le sont déjà. Donc on a pu faire une collaboration co-construite avec Période et Loopsider pour essayer de donner corps un peu à ces valeurs et surtout de les ancrer un peu dans le réel. Donc on a fait une collaboration avec Période en s'inscrivant dans un des programmes qui existait déjà, qui s'appelle Bonne mère, mauvaise mère, où tout simplement on a suivi le parcours d'une jeune maman, de l'annonce de sa grossesse jusqu'à son retour au travail, les idées reçues qu'elle pouvait avoir avant, après. On suit un peu son parcours et comment elle vit évidemment sa maternité chez PwC, avec évidemment pour objectif de valoriser les nombreux accords de l'entreprise, les facilités qu'elle accorde à ces jeunes mères et ces jeunes pères. Avec Loopsider, on a traité un sujet pas facile mais primordial, celui de la maladie et de la longue maladie au travail, avec là aussi un angle vrai-faux où on pouvait échanger sur les idées reçues entre l'employeur et les longues maladies.
Donc, c'est évidemment des supports qu'on va chercher pour leur expertise éditoriale, mais aussi leur audience, bien sûr. On s'appuie sur des audiences très fortes et des écosystèmes où les vidéos ont été republiées sur des écosystèmes médias qui sont très puissants. Donc, ces 2 vidéos ont eu énormément de visibilité et ça rentre un peu en résonance avec ce qu'un candidat peut chercher. Et vous allez me dire pourquoi je dis ça. On a regardé un peu... Ah, la vidéo se lance. Je vous laisserai les regarder tranquillement chez vous. Si on regarde un petit peu les chiffres, c'est vrai que cette volonté que les marques s'engagent, alors qu'on parle de marque, c'est au sens large, donc on peut gentiment extrapoler sur la marque employeur aussi. Il y a quand même 86% des Français qui veulent que les marques s'engagent et trouvent des solutions. C'est même au-delà de s'engager, c'est trouvent des solutions pour toutes les questions environnementales et sociétales. C'est devenu la norme de se dire qu'une marque a ce rôle-là et doit le jouer dans notre société. Ça influence énormément les comportements consommateurs. Donc, c'est vrai qu'un Français sur 2 se dit que acheter ou ne pas acheter un produit montre ses valeurs et en tout cas ses opinions. Et évidemment, ça se traduit sur l'emploi avec notamment cette fameuse Gen Z qui est à 74% juge qu'il faut qu'elle soit alignée avec les valeurs d'une entreprise pour pouvoir ne serait-ce que postuler. Donc ça, c'était le premier néologisme de Cantu. Et voilà le second. Influentialisme. Ce qu'on vient de voir ensemble sur la part de l'engagement dans la culture, c'est vrai à échelle globale, c'est aussi vrai à échelle individuelle. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est une forme de porosité de plus en plus forte entre les influenceurs et les journalistes. Et c'est pas inintéressant parce qu'on va le voir, ça va en fait créer des nouveaux codes de communication et une nouvelle stratégie en termes d'influence. Si on rentre un petit peu dans le détail, peut-être que vous connaissez l'influenceuse Sally, influenceuse et non pas journaliste, qui pour autant va venir aborder des sujets qui sont d'actualité, des sujets politiques, des sujets en fait qui sont finalement quelque part parfois l'apanage plutôt des journalistes et qui va aussi reprendre les codes journalistiques. On va avoir des posts sur son compte Instagram où on va voir les termes enquête avec les bonnes typos, les bons titres qui font penser tout simplement aux médias d'investigation. On va aussi avoir un travail de documentaliste, de reporter finalement, avec un reportage qu'elle a fait en Afrique. Donc en fait, tout simplement, elle va venir investir le territoire, les codes, la sémantique du journalisme. En face, on va avoir par exemple une Salomé Saké qui est pour le coup journaliste, mais qui va avoir en fait une aura d'influence, qui va être la figure de proue du média Blast, qui va finalement avoir aussi les codes d'influence au niveau des vidéos, des contenus qui sont partagés, des codes sur les réseaux sociaux. Et là encore, finalement, on a cette porosité qui se met en place. On a aussi l'exemple de Gaspard G, qui lui, pour le coup, est vraiment entre deux mondes, qui est à la base un bébé de YouTube, qui est en même temps un journaliste et qui finalement fait le pont entre une Sally et une Salomé Saké. De plus en plus, les frontières se brouillent finalement et on a une espèce de nouvelle codification qui va se mettre en place d'un point de vue discursif, qui va emprunter aussi bien à l'influence qu'au journalisme, à tel point qu'on a certains médias comme Dear Media, un média qui est en l'occurrence américain, qui va promouvoir le fait que les journalistes sont formés à l'influence. En fait, les deux expertises aujourd'hui sont attendues dans un monde comme l'autre. Qu'est-ce que ça implique en termes d'insight et de communication? Ce qu'on a en fait quelque part comme pensée sous-jacente quand on pense à l'influentialisme, ce fameux néologisme, c'est que on a tout simplement plus confiance aux personnes qui nous ressemblent, encore une fois, qui partagent nos valeurs. Donc c'est assez lié avec ce qu'on s'est dit précédemment. Il faut le savoir, le média de confiance préféré des gens, en fait, c'est les proches. Et quand on va avoir tout simplement des leaders d'opinion comme les influenceurs ou comme les journalistes qui vont en fait créer une forme de proximité, eh bien tout simplement on va adhérer plus facilement à certaines typologies de discours. En communication, ça implique, comme je le disais en préambule, des nouvelles règles en fait de l'influence. Parce que tout est poreux, on va pouvoir à la fois tirer profit des influenceurs ou des journalistes. Si je reprends l'exemple de Cannes, parce que décidément il s'est passé beaucoup de choses à Cannes, eh bien on se rend compte que, et ça c'est une stratégie d'influence classique que vous connaissez, on est allé chercher des influenceuses connues, proches d'une typologie de public très spécifique, à savoir les jeunes, comme Lena Situation ou Enjoy Phoenix d'Imari Lopez, qui sont venus en fait tout simplement faire le travail
de journalistes, entre guillemets, en venant interviewer les acteurs, actrices, réalisateurs, etc. C'était l'opportunité d'utiliser les codes du journalisme pour venir tout simplement ramener une population qui n'est pas forcément sensible au monde du cinéma de prime abord. Et ça a eu énormément de succès. Si on va de l'autre côté, dans la sphère des journalistes, on a la journaliste Lorraine Bastide, qui a déjà été très largement connue pour les podcasts qu'elle produit du type La Poudre ou là très récemment Folie Douce, et qui pendant un temps, 4 ans si je ne m'abuse, a tenu des cycles de conférences au Carreau du Temple. Alors pardon pour les non-parisiens, là c'est très parisien centré, mais en tout cas elle a effectivement animé un certain nombre de conférences sur le même modèle que ses podcasts, et à chaque fin de conférence, on avait un petit placement de produit pour, en l'occurrence, des vigneronnes, vins et volailles, qui partageaient les valeurs de Lorraine Bastide, qui partagent a priori les valeurs des personnes qui étaient présentes pour les conférences. Donc là, encore une fois, on avait finalement une affiliation entre une marque, une journaliste et finalement le contenu qu'elle pouvait produire. Un autre acteur que vous connaissez certainement très bien, Hugo Décrypte, qui en amont de ses newsletters va pouvoir aussi bien faire la promotion de marques et d'univers particuliers comme Decathlon, ou tout simplement faire la promotion de discours de marque employeur, comme ça a pu être le cas avec la SNCF. Donc c'est le même mécanisme, encore une fois, que les médias engagés, sauf que cette fois, c'est incarné par un individu propre qui va créer un lien de proximité parce qu'il est journaliste ou parce qu'il est influenceur. Dans tous les cas, on crée un climat de confiance qui permet, encore une fois, de venir toucher des cibles à travers des valeurs qui sont partagées. Et donc, en marque employeur, alors là, pour le coup, campagne métier plus précisément, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le ministère de l'Agriculture, excusez-moi, pour valoriser ces beaux métiers de l'agriculture qui, malheureusement, n'attirent plus les jeunes. Et il y aura un énorme... des grandes quantités de départ d'agriculteurs à la retraite. Et donc, il y a un vrai sujet de remplacer ces agriculteurs pour vraiment travailler la souveraineté alimentaire de la France. Donc, on a essayé d'envisager un dispositif multiple avec notamment la participation de grands influenceurs, et on les a envoyés en reportage, vraiment en immersion à la manière d'un documentaire, vraiment sur des exploitations, dans des usines agroalimentaires, sur un bateau de pêche, et ils ont joué le rôle de journalistes vie ma vie avec ces agriculteurs qui les ont reçus. Ça a donné des formats documentaires vraiment hyper malins, hyper intéressants, et on a bien sûr bénéficié de l'aura de ces influenceurs. Pour n'en citer que 3 que vous voyez à l'écran, Joyka, Amixem et Juju Fitcat ont des audiences vraiment colossales et dans la cible qui nous intéresse, à savoir les jeunes. Il y a eu une très forte résonance, beaucoup de conversations, beaucoup d'avis très positifs. Donc on sent que c'est des formats qui ont beaucoup plu. Et on a doublé cette approche un peu journalistique avec Gaspard G, donc un influenceur plutôt actualité politique, qui a tenu un plateau télé sur le salon de l'agriculture, sur le stand du ministère, vraiment à la manière de la télé, avec des invités qui venaient parler, donc des jeunes professionnels agriculteurs évidemment, qui venaient parler de leur métier, de leur passion, de leurs difficultés, de leur parcours. Et c'était co-animé par 2 influenceurs TikTokers et Instagrammeurs de l'actualité et de la politique également, pour donner encore plus de résonance à ces formats. Donc c'est des formats qui ont extrêmement bien fonctionné puisque c'est dans les codes de la cible des jeunes, et ça emprunte au code journalistique ce sérieux et cette caution dans une époque où l'influence, ça veut dire un peu tout et son contraire. Entre sérieux et dropshipping, il y a effectivement un monde. Donc cette caution journalistique vient aussi un peu renforcer le sérieux de ce qu'on peut faire avec eux. Donc il y a 2 chiffres pour nous qui peuvent non pas illustrer, mais en tout cas aller un peu dans ce sens. On sait que la confiance dans les médias est un peu ébranlée en ce moment. C'est compliqué. Il y a des études récentes. L'Arcom a fait une très grande étude sur le sujet. Voilà, les médias, il y a quand même un aura de méfiance particulière, mais quand même par rapport à les algorithmes et l'IA qui approchent à grands pas, enfin qui est déjà là, les Français sont quand même plus enclins à faire confiance à une info sélectionnée par un journaliste que par une IA. Et
Et en parallèle, et si on met ce chiffre de 54% des Français de plus de 18 ans qui regardent des contenus d'influence, on se dit qu'en alliant les deux, on va pouvoir essayer de reconstruire une certaine confiance dans ce qu'il est dit, et en tout cas dans la confiance que nous, on peut accorder à un influenceur pour valoriser un employeur. Alors, on s'est beaucoup parlé d'engagement, de valeurs, et c'est pas anodin, vous le savez, c'est important. Mais si vous vous rappelez, en préambule, je vous disais qu'on allait étudier les usages de tout un chacun, mais aussi finalement ce qui structurait nos quotidiens. Et il y a quelque chose, peut-être que vous le ressentez ou pas, peut-être qu'il faut prendre le temps d'y penser, qui structure véritablement nos quotidiens, et c'est notre environnement, et notamment urbain. Là, encore une fois, pardon pour les personnes qui sont peut-être plus dans les endroits ruraux, mais en tout cas, on a vraiment un impact, une influence de l'environnement dans lequel on va évoluer. Aujourd'hui, on a l'habitude, on se rend compte en fait que c'est normal d'avoir un smart urbanism. Désolée, hein, j'adore les titres anglais. Qu'est-ce que ça veut dire smart urbanism? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans même s'en rendre compte, eh bien, on est entouré de dispositifs qui permettent en fait d'avoir accès directement à l'information sans même la chercher. On a, pour les Parisiens, vous le verrez tout de suite, les fameux panneaux qui vont nous indiquer à quel moment le métro va arriver ou non, ce qui paraît anodin, mais qui va forcément avoir un impact sur notre organisation. Si on vient justement en région, on a aujourd'hui un nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place, à savoir les pistes cyclables photoluminescentes, qui vont permettre aux cyclistes de voir tout simplement les pistes sur lesquelles ils doivent évoluer. Et on a aussi, pour les personnes qui conduisent, les petits voyants lumineux qui permettent de savoir si, oui ou non, les places de parking sont disponibles ou non. Ça paraît anodin, et pour autant, ça crée en fait tout simplement une situation de communication, d'information continuelle qui devient presque de l'ordre de l'infraordinaire, et pourtant qui vient structurer nos déplacements et notre manière d'accéder à l'information. Et c'est ce que je disais, finalement, en termes d'insight, ce qu'on peut venir retirer de tout ça, c'est qu'on a l'habitude aujourd'hui que l'information vienne à nous. C'est un confort qui est presque acquis et qui parfois, du coup, est attendu. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de communication? Vous me voyez venir, tout simplement, le dispositif qui illustre le mieux cet impact de l'environnement sur nous, c'est le DOH, Digital Out of Home, pour les gens qui aiment l'anglais comme moi. Pourquoi on reparle de ça? Quelque part, c'est quelque chose qui est déjà bien installé, vous le connaissez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une valeur sûre qui aujourd'hui est en train de se réinventer. En fait, c'est un dispositif qui justement fait partie de nos parcours du quotidien et qui nous permet de diffuser des informations au long cours à tout un chacun sans que forcément ça soit perçu comme invasif. Et aujourd'hui, on a énormément de possibilités qui sont en train de se développer et qui méritent d'être étudiées en fonction de nos objectifs, notamment de notoriété ou d'attractivité. À titre d'exemple, on a aujourd'hui chez Basic Fit, pour les sportifs et sportives, la possibilité d'avoir des dispositifs pour venir communiquer directement aux personnes qui vont aller faire leur sport quotidien. On a aussi aujourd'hui des dispositifs qui sont réactifs à l'environnement d'un point de vue contextuel. McDom récemment a fait une campagne sur ses glaces qui réagissait à la température. Donc quand on était en dessous de 24 degrés, on avait une typologie de glace, et quand on était au-dessus de 25 degrés, on avait un autre produit qui était plus frais. Donc non seulement l'environnement vient nous délivrer une information, mais en plus, c'est complètement cohérent avec ce qu'on est en train de faire ou de vivre. Autre exemple est très connu, McDo qui a surfé sur son branding très fort et sa notoriété pour tout simplement créer un dispositif où on avait le QR code qui permettait directement, une fois qu'il était flashé, d'aller sur les plateformes de recrutement. Donc en fait, l'information, elle est là, la notoriété, elle est là, et on vient en même temps délivrer le message sans être invasif, ce qui est un enjeu aujourd'hui, a fortiori avec la prolifération des réseaux sociaux et de l'impact que ça va avoir sur notre consommation. Et donc, on voulait vous partager 2 exemples qu'on a réalisés avec MBDA. Un premier pendant la semaine du Salon du Bourget. C'est un salon international qui vraiment brasse énormément de visiteurs étrangers, mais aussi parisiens et franciliens. Donc, on a tout simplement étudié les points de passage un peu stratégiques pour se rendre sur le salon, et on a choisi au millimètre les écrans qui nous intéressaient. Même dans une gare, on a pu choisir quel écran nous intéressait particulièrement pour faire une communication marque employeur, vraiment MBDA recrute à destination de ces cibles qui allaient potentiellement passer devant. Une opération un petit peu coup de poing pour toucher une cible ingénieure qui est
particulièrement difficiles à toucher, très sollicitées. Et donc, on s'est dit, potentiellement, elles sont pas mal représentées à la Défense. Donc, on a créé une petite campagne dédiée au sujet. Le DOH, ça peut faire un peu peur puisqu'on a quand même toujours en tête que les gens n'ont plus envie de voir de publicité. Bah, les chiffres disaient un peu le contraire, puisque 79% des Français disent apprécier voir de la publicité DOH. Alors DOH, c'est vrai que ça bouge, c'est animé, donc on peut dire plein de choses, ça attire l'œil, donc il y a aussi quelque chose d'un peu ludique. Et les projections d'investissement le prouvent, hein, c'est que dans les 18 mois, on annonce une augmentation de 29% des investissements sur ce format particulier. On parlait justement donc du DOH qui a la force de ne pas être invasif, et pour autant, parce que vous le savez, on est humain, on est plein de contradictions, on aime aussi quelque part l'interaction. Interplaying, la traduction littérale d'interaction, parce que tout simplement, ça fait partie intégrante de notre manière d'interagir avec les autres, évidemment, mais aussi de consommer du contenu. Depuis qu'on a eu l'émergence des smartphones, mais même avant, avant qu'Internet existe, on interagissait, mais aujourd'hui, on a pléthore d'applications qui nous permettent d'être constamment en communication avec nos pairs, que ce soit Messenger, Telegram, même Instagram, Snapchat, BeReal pour les plus pointus. On va pouvoir à chaque fois avoir la possibilité d'interagir avec nos proches ou non d'ailleurs, avec une communauté qui peut être très largement élargie. Donc ça, c'est déjà une pratique qui est ancrée dans notre manière de vivre aujourd'hui avec les autres et avec le monde. Plus spécifiquement, aujourd'hui, l'interaction, ça rentre dans nos contenus culturels également. Pour les millennials qui ont les références, il y a de ça peut-être même un peu trop longtemps, on sent qu'on vieillit. On a eu la première série Pretty Little Liars, dont le plot était entièrement construit sur le harcèlement par SMS. Donc à l'époque, on n'avait pas Messenger, mais déjà, on avait finalement cette interaction constante avec les autres à partir de l'apparition du portable, à tel point que ça pouvait représenter un arc narratif pertinent pour venir capter de l'audience. Et ça a marché, ça a fait un carton énorme. À tel point d'ailleurs que un peu plus tardivement, on a eu des séries, alors à chaque fois c'est centré sur les jeunes, 13 Reasons Why, sur la même thématique, ou un reboot, parce que c'est la mode actuellement, de Pretty Little Liars. Donc en fait, on se rend compte que c'est tellement structurel que ça peut permettre de raconter des histoires, de venir capter des individus sur un long cours, des longues séries. Quand on va naviguer sur les réseaux sociaux, on va avoir, et on le disait tout à l'heure, des influenceurs qui vont produire du contenu clé en main, on a juste à le consommer. Et on va aussi avoir tout le phénomène des mèmes, des commentaires sur commentaires qui vont eux-mêmes devenir des contenus. Ça devient des sujets de blague, on va pouvoir faire des jeux de mots avec des inconnus, et ça va faire le buzz également. Donc en fait, la seule interaction en elle-même devient finalement un contenu en tant que tel. Un contenu qui, par ailleurs, crée vraiment de l'engagement et de l'intérêt autour des gens. Et ça, les médias l'ont bien compris, et je suppose que vous aussi, puisque aujourd'hui, sur des plateformes comme Twitch, qui est vraiment la plateforme par excellence, on va avoir des formats qui vont permettre d'entrer en interaction constante avec le contenu qui nous est proposé. Les influenceurs également vont créer des formats où on va pouvoir poser des questions, interagir en live sur les commentaires pour toujours être en conversation avec l'émetteur ou l'émettrice du contenu. Et alors l'insight qui ressort et était plus difficile à venir trouver parce que ça fait tellement partie intégrante en fait de nos quotidiens et de nos manières d'interagir que c'était difficile de le sortir. Et pour autant, en fait, la réalité, c'est qu'il fut un temps où c'était « je pense donc je suis ». Mais dans les sociétés dans lesquelles on évolue aujourd'hui, le vrai insight, c'est j'interagis donc je suis. C'est en donnant mon avis, c'est en partageant mon point de vue, c'est en rebondissant sur ce qui se passe ou en regardant finalement les interactions des autres que je vais pouvoir exprimer ma personnalité, que je vais pouvoir exprimer mes valeurs, ce qui me tient à cœur, etc. Et cette interaction constante, cette place prépondérante qu'elle a dans notre quotidien, eh bien, ça vient aussi impacter la communication à travers tout simplement la force du dialogue, qui devient presque un incontournable quand on souhaite, encore une fois, toucher notre audience et augmenter notre notoriété. On a des formats qui sont, somme toute, assez classiques aujourd'hui, mais qui continuent à énormément fonctionner.
notamment en marque employeur, où des influenceurs vont venir en immersion, découvrir certains secteurs, découvrir certains métiers, à la différence près que ça va se faire en live, qu'on n'a plus de montage, et que tout simplement, les personnes qui visionnent ce contenu vont pouvoir interagir directement, poser leurs questions et créer, en fait, participer à la genèse de ce contenu-là. On va avoir là récemment Samuel Etienne qui va créer aussi des formats très spécifiques en marque employeur pour parler de certains secteurs, parler de certains métiers dans la même dynamique, encore une fois, de communication et d'interaction. Et puis, on va avoir même, en termes de régie publicitaire, la possibilité aujourd'hui d'aller sur des réseaux comme Reddit, donc qui sont vraiment des forums, si on reprend les mots d'antan, sur lesquels, en fait, il se passe beaucoup de conversations et dans lesquels on va pouvoir insérer le message communicationnel qu'on veut transmettre à nos audiences pour être, encore une fois, dans ce flux d'interaction constant et venir capter, encore une fois, l'intérêt des potentiels lecteurs et lectrices qui seront sur le forum. Donc, on a vraiment une nouvelle dynamique de communication qui se met en place et qui impacte la manière dont on va construire nos contenus. Alors effectivement, j'insiste sur le mot nouveau, c'est assez nouveau, on est quand même un peu aux prémices, notamment en marque employeur, puisque effectivement la conversation et l'interaction peut faire peur, et donc on sent qu'il y a un petit peu plus de frilosité à aller sur des formats où la parole est totalement libre. En tout cas, on voulait vous partager cet exemple qu'on a réalisé avec l'Armée de l'air sur une émission, alors qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelle Le QG, qui était un live sur YouTube, en plateau également avec du public, donc avec ce côté interaction et dont le contenu avait été pensé via des questions des internautes en amont pour un petit peu orienter les questions qu'on allait poser à Anne-Laure, pilote de chasse et première pilote de chasse de l'armée de l'air. Et donc ce format donc qui n'existe plus, mais mêlé reportage terrain et interaction directe sur le plateau. Donc, on sent que c'est un peu les prémices. T'évoquais la nouvelle émission de Samuel Etienne. Elle est sur Twitch. Donc, ce qui fait la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut lui parler en direct et qu'il prenne en direct des questions sur le live. Et donc, cet aspect conversationnel, on voit qu'il se renforce, mais que le monde de l'emploi peine encore un petit peu à se l'approprier et on comprend assez bien pourquoi. Et juste un chiffre à vous partager sur... Donc, on sent que c'est frémissant et ça émerge tranquillement, mais il y a quand même 21% des Français qui s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux et ils le font parce qu'il y a cette capacité de communiquer et de discuter des informations avec d'autres. Alors, avec d'autres, ça va être avec des pairs ou avec l'émetteur de l'information. Donc, c'est assez intéressant puisque je pense que c'est une tendance qu'on peut suivre par le futur d'assez près. Et sur la même étude concernant ce chiffre, ce qu'on a pu aussi constater, c'est que au-delà de pouvoir interagir, on se rend compte que parfois les commentaires vont venir rajouter de l'information qu'on aurait pu ne pas avoir, soit avec l'émetteur ou l'émettrice du contenu, soit avec une discussion simple auprès de nos proches. Donc ça vient aussi nourrir l'intérêt qui va être généré par l'interaction sur les commentaires et les réseaux sociaux. On arrive au bout, mais restez avec nous quand même. On a cette notion d'environnement qui va avoir un impact sur nous, sur des pratiques, des usages qui sont finalement très ancrés, comme l'interaction. Et puis, on a des choses qui se sont installées progressivement et qui aujourd'hui ont presque l'air d'être des normes, et notamment le sur-mesure, encore une fois, tous ensemble en anglais. Ultra tailor-made. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, pour le coup, c'est absolument évident. On va avoir, et c'est notamment poussé par TikTok de prime abord, mais maintenant tout le monde l'a repris, des contenus grâce à l'algorithme qui sont prévus en fait pour nous spécifiquement en fonction de la consommation qu'on va avoir. On a le For You sur TikTok et on va l'avoir en fait tout simplement sur Instagram, sur Pinterest, sur à peu près tous les réseaux existants qui permettent d'avoir accès à du contenu. On a la même chose sur les contenus culturels, notamment sur les séries, que ce soit Netflix, Prime et autres plateformes. On va toujours avoir une section qui nous permet, encore une fois, en fonction des contenus qu'on a consommés, de nous pousser d'autres séries, d'autres films.
Donc ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'usage digital et certainement que vous en avez fait l'expérience. Mais plus largement, en fait, dans notre vie au quotidien, la personnalisation, le sur-mesure, c'est devenu une possibilité qui est presque tout simplement quotidienne. Le salad bar, le fameux, où simplement on va pouvoir composer nos plats comme on le souhaite. Il n'y a pas que la salade, il y a à peu près tous les plats possibles et imaginables qui sont aujourd'hui personnalisables. Nos cuisines, il fut un temps où on était tous adeptes d'IKEA et autres boutiques avec des produits standardisés. Aujourd'hui, on va avoir d'autres marques qui vont s'imposer sur le marché pour nous permettre de venir personnaliser ces meubles standardisés. Donc, on n'a plus, à titre d'exemple, mais on en a plein d'autres. Jusqu'à la technique de Starbucks qui vient mettre notre petit prénom sur notre boisson pour qu'on ait vraiment le sentiment que ça a été conçu juste pour nous. Donc, on a finalement de plus en plus un phénomène qui vient de s'installer dans nos quotidiens, dans toutes les sphères finalement de notre vie, où, si on le souhaite, on peut avoir accès à quelque chose de véritablement personnalisé. Et c'est là tout l'insight, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si je le veux vraiment, je peux faire en sorte que tout s'adapte à moi. De ma salade, mon café, à ce que je vais consommer sur mon portable, dans le métro ou dans le bus. Et c'est encore une fois une espèce de flexibilité qui se met en place et qui laisse entendre que finalement, c'est presque normal d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Donc on est toujours quand même sur la même dialectique, d'avoir cette notion de miroir. On l'a vu avec les valeurs, on l'a vu avec les influenceurs, et c'est aussi vrai tout simplement par rapport au contenu qu'on peut avoir au quotidien sur notre smartphone ou autre. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de communication? Aujourd'hui, on a la TV segmentée, une télévision qui est de plus en plus adaptée et qui permet, au même titre que les algorithmes de TikTok, de venir sélectionner spécifiquement des contenus pour une population donnée, en fonction tout simplement du ciblage qu'on a décidé de mettre en place. On va avoir la TV segmentée, mais on va aussi avoir d'autres plateformes comme Spotify ou les réseaux sociaux qui vont permettre, grâce à la data intelligence, de créer finalement des canaux presque, encore une fois, sur mesure, très ciblés en fonction des personnes qu'on veut toucher. Si on prend l'exemple de la TV segmentée, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Toutes les régies médiatiques ont pris le pas de la TV segmentée, M6, Free, TF1, tous ont une proposition, tout simplement parce que ça a un impact très concret et très réel. Si on prend l'exemple de la SNCF, on avait un besoin sur Ouigo de venir tout simplement augmenter les ventes. On a eu une stratégie de communication autour de la TV segmentée pour avoir quelque chose de plus ciblé, de plus tailor-made entre guillemets, et ça a fonctionné puisqu'on a eu plus de 17% de ventes à La Rochelle sur Ouigo. Donc ça permet encore une fois, au même titre que les médias engagés, de venir toucher exactement la cible que l'on souhaite toucher. Si on prend l'exemple de Spotify, il n'est pas inintéressant parce qu'en plus il est marrant. En l'occurrence, on a un programme de télé-réalité qui a été créé, Love Island, sur le principe, comme souvent, de couples qui vont se marier ou non, se séparer ou non. Et pour toucher les personnes qui pourraient être sensibles à ce type de contenu, ils sont allés sur Spotify et ils ont regardé quelles étaient les personnes qui écoutaient des musiques dites romantiques, ou en tout cas qui parlaient d'amour. Et à partir du moment où on avait en fait cette information, on pouvait leur pousser un contenu publicitaire sur cette fameuse télé-réalité Love Island. T'écoutes Lionel Richie, clairement, ce programme, il est pour toi. Et là, encore une fois, on a ce ciblage, ce sur-mesure par rapport au contenu publicitaire ou communicationnel qu'on veut partager. Dans le cadre de Twitter, aujourd'hui X, c'est un outil qui est très nouveau. Donc très honnêtement, j'ai pas le recul pour vous en parler de manière plus abondante, mais peut-être qu'au prochain Trust Day, on pourra. En tout cas, ils ont lancé un nouvel outil qui s'appelle Trend Genius, et encore une fois, qui va s'appuyer sur la data intelligence. En fonction, en fait, des tweets qui vont être postés, si on réagit, si on lit ces tweets, on va pouvoir être touché par une communication spécifique. Donc là, encore une fois, c'est en fonction de ce que je consomme, en fonction de ce que j'aime, en fonction presque de ce que je suis, eh bien, je vais avoir un message qui sera adapté à moi, si je le souhaite. Et donc, sur ces sujets, donc la télé segmentée, effectivement, beaucoup de foyers en sont équipés, mais peu d'annonceurs ont encore sauté le pas. C'est assez nouveau. Donc, on voulait vous partager le cas Steph,
avec qui on a pu appréhender pour la première fois ce sujet de la TV segmentée sur l'écosystème TF1, pour déployer leur spot télé 30 secondes qui vient de sortir. Et donc là, on est sur la télé segmentée, hein, la puissance, c'est le ciblage, ce qui n'était pas le cas avant. Donc pour nous, c'est assez nouveau. On en est un peu aux prémices, notamment sur les questions marque employeur, bien sûr. Mais il faut le comparer à la programmatique. Bientôt, on pourra cibler de la même manière la télé que les bannières display qu'on peut faire paraître sur le web. Donc pour nous, tendance à suivre. On en est au début, donc on espère que ça va s'accélérer. Et si vous êtes partant pour vous lancer dans l'aventure avec nous, n'hésitez pas. Et donc un chiffre, effectivement, aujourd'hui, il y a 9 millions de foyers qui sont équipés en télésegmenté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 9 millions qui sont actuellement touchés, mais ils sont potentiellement adressables. Et les régies ont énormément de critères de ciblage. Il y en a presque 350 qui sont activables. Ça va de la géolocalisation à la typologie du foyer ou évidemment au centre d'intérêt par rapport aux émissions regardées. Donc là, on a fait le tour de beaucoup de choses. Et pour résumer un petit peu, si vous vous êtes perdu entre-temps, et ce serait tout à fait normal, une petite slide qui vous permet de vous rappeler de tout ce qu'on s'est dit. On avait le cultural activism qui permettait tout simplement de mettre en avant l'émergence de médias engagés, autant de canaux qui vous permettent de toucher des populations qui partagent vos valeurs et d'acquérir aussi une légitimité, une crédibilité sur certains sujets. On a vu l'influentialisme, cette porosité entre journalisme et influence qui permet tout simplement de venir multiplier les codes pour venir, encore une fois, gagner en résonance avec vos publics. On a eu le smart urbanism, le revival, la réinvention du DOOH qui, en fait, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ouvre énormément de possibilités encore et toujours. L'ultra tailor-made, le sur-mesure qui s'incarne à travers la TV segmentée, la data intelligence et tous les nouveaux outils qui vont proliférer, c'est certain, notamment avec l'IA, pour venir à chaque fois avoir une offre qui est toujours plus précise et ciblée. Et puis l'interplaying, l'interaction, le rôle de plus en plus prévalent qu'on peut avoir sur des plateformes comme Reddit, comme Twitch, ou tout simplement des contenus, des formats tels que les vidéos live. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a finalement énormément de dispositifs, de leviers qui peuvent être activés, certains qui sont déjà connus mais qui finalement peuvent se réinventer, certains qui sont nouveaux, qui sont émergents et qui méritent d'être investigués. Pour conclure, parce qu'on aime bien l'anglais et on aime bien aussi les philosophes, vous avez vu Descartes tout à l'heure, on tenait à mettre Lavoisier parce que c'est pas inintéressant, rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. C'est vrai aussi pour les pratiques médiatiques. Ce qui est important, et c'est ce qu'on disait en préambule, c'est de penser à votre cible, penser à vos candidats qui sont des personnes comme les autres et qui vont avoir des usages qui sont peut-être aussi proches que les vôtres. Pardon, je te coupe parce que nous avons une question qui était à propos du DOH. Donc, je pense qu'avant l'ouverture, c'est bien que je vous la partage. Donc, il y a Marielle qui nous demandait comment on mesure le ROI des campagnes DOH. Pardon. Alors ça, c'est un vaste sujet. Comme les campagnes d'affichage, les régies nous fournissent des projections du nombre de passages devant chaque écran. Là, c'est encore un petit peu plus affiné avec le DOH, puisque comme on choisit spécifiquement l'écran, les calculs sont plus précis. Et on a comme data le nombre de diffusions du spot, c'est-à-dire qu'on achète aussi un nombre de rotations par journée, par heure. On peut même choisir, moi je ne veux passer que de 5 à 7 puisque c'est exclusivement cette cible qui m'intéresse. Mais comme tout média de visibilité, le tracking précis, en tout cas aujourd'hui, peut-être que ça va changer avec les nouvelles technologies, en tout cas aujourd'hui, voilà, les données sont celles fournies par le support uniquement, et en termes de projection du nombre de passages et ils font de nombreuses études, hein, les régies sur les typologies de gens qui prennent tel ou tel transport, qui empruntent tel ou tel couloir. Je pense que vous avez déjà vu des enquêteurs RATP souvent dans les couloirs. Souvent, ils font aussi ce genre d'enquête pour savoir quel profil utilise quoi. Mais ça reste quand même des données plus floues que, évidemment, si j'achète un clic et je sais qui y a derrière.
Ce qu'on essaye de faire quand même parfois, c'est de créer un call to action spécifique à cette campagne DOH ou d'affichage, peu importe. Ce qui nous permet, nous, en tant qu'agence, de tracer les actions sur ce call to action. Alors, ça peut être tout simplement une landing page dédiée, un QR code, voilà, ce qui nous permet, nous, de compléter les données fournies par les régies par une action. La visibilité est une action. Après, c'est sûr que le lead en est une autre. Voilà. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Du coup, s'il n'y a pas de questions pour le moment, ça me permet de conclure sur ce Trust Day. On vous a parlé donc du coup de ces 5 grands phénomènes ou usages. Ça ouvre beaucoup de possibilités et c'est aussi la possibilité de se dire qu'on peut se projeter encore plus loin avec ce qui existe, ce qui est en train de se créer et ce qui peut-être n'existe pas encore. En préambule du Trust Day, on avait mis en évidence la nécessité de venir travailler sa notoriété et son attractivité parce que aujourd'hui, on n'est pas encore dans une période où tout est complètement serein en termes de marque employeur. Mais si on devait avoir un silver lining, si on voulait voir la lumière au bout du tunnel, au-delà de tout ce qu'on a vu ensemble, qui sont des leviers qu'on peut activer aujourd'hui, on le voit, il y a énormément d'innovations qui sont en train d'émerger. On a eu l'hologramme de Lana Del Rey, on a le FOOH, qui n'est pas le DOH, des nouveaux acronymes qui nous permettent encore une fois de créer des nouveaux contenus, des nouveaux formats. On a l'IA bien évidemment qui ne cesse de se réinventer, de créer des nouvelles choses, des nouveaux parcours. On a les Google Glass et autres visions possibles et imaginables, les drones et j'en passe. En tout cas, on a énormément de dispositifs qui se créent et on peut en fait tout simplement les investir au même titre que les marques commerciales. La marque employeur est légitime en fait si elle veut créer du lien avec les candidats qui sont des candidats, des personnes comme les autres, tout simplement d'avoir un terrain de jeu aussi large que dans d'autres problématiques de communication. Juste, je complète ce que dit Cantou. Donc, en effet, c'est tout à fait légitime pour un employeur d'explorer ces pratiques médiatiques, alors qui sont souvent complémentaires des pratiques plus classiques que vous utilisez tous aujourd'hui. Hein. Bien sûr que les job boards, les réseaux sociaux professionnels ou personnels sont des leviers importants de visibilité d'une marque employeur, c'est certain. Là, l'objectif, vous l'avez compris, de ce Trust Day, c'était d'ouvrir un peu les chakras et surtout de vous dire aussi, et on n'en a pas parlé, que ce qu'on a évoqué ce matin, c'est finalement aussi des pratiques médiatiques qui se sont donc un peu généralisées, un peu transformées et qui sont devenues aussi financièrement, on va se le dire, plus accessibles. Donc là où avant, sur des budgets marque employeur qui sont évidemment moindres qu'un budget marketing, on n'osait pas rêver aller en télé, on n'osait pas rêver faire de l'affichage. Aujourd'hui, au travers de la télé segmentée, au travers du DOH, c'est beaucoup plus accessible et le ticket d'entrée est aujourd'hui très honnête. Donc, osez tout simplement nous interroger sur ce type de médias. Vous pouvez avoir des bonnes surprises et même l'influence. Alors, bien sûr que s'associer à un Squeezie, à un ticket d'entrée conséquent, mais l'influence aujourd'hui, il y a plein de façons de l'aborder. Il y a de la micro-influence, il y a de la mid-influence, et là aussi, c'est des tickets d'entrée qui sont beaucoup plus accessibles. Donc, ne vous mettez pas de frein. Explorons ensemble tout ce champ des possibles, et évidemment que on est nous à vos côtés pour faire les meilleurs choix au regard de vos enjeux, de vos contraintes budgétaires aussi. Du coup, peut-être, Marielle, vous pouvez me dire dans le chat, mais j'ai l'impression que ça commence à répondre à votre dernière question qui était, je vois que ce sont souvent des marques B2C ayant de forts budgets com, quid des industriels? Alors, je pense que, en tout cas, dans les cas qu'on a essayé de vous montrer, c'était bien de la marque employeur qui se sont inscrits dans ces pratiques médiatiques. Donc, voilà, ça rejoint mon propos précédent, c'est que aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus accessible à tous les scopes de communication et au périmètre de la marque employeur, bien entendu. Et cette logique de ciblage qui est en fait
un peu commun aussi à ces pratiques médiatiques, hein, c'est que aujourd'hui, on a cette capacité et cette volonté d'adresser particulièrement les candidats qui nous intéressent. Le ciblage, ça veut dire qu'on adresse moins une large audience et donc forcément les coûts sont aussi correspondants à ce ciblage. Pour compléter la réponse de Valérie, l'exercice qu'on s'est donné aujourd'hui, c'était effectivement, comme elle le disait, de venir vous inspirer. Et on va pas se mentir, effectivement, les grosses marques commerciales vont, parce qu'elles ont les budgets disponibles, tout simplement être les figures de proue des nouvelles innovations, des nouvelles pratiques médiatiques. Pour autant, une fois qu'on a observé ce qu'elles font, eh bien justement aujourd'hui, on peut venir s'approprier leur code et aller sur les propres territoires en ayant les problématiques marque employeur en tête. Et c'est vraiment ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'était qu'on pouvait se permettre d'oser venir investiguer d'autres pratiques médiatiques. Est-ce que Lucille, il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Pour conclure, juste pour vous donner une overview, décidément on est très... Les bilingues chez Watt. De nos expertises marque employeur, donc la partie stratégie d'activation, qu'elle soit média, on en a largement parlé ce matin, mais les stratégies d'activation, ça passe évidemment aussi par du hors média. Donc, on est en capacité à l'agence de vous accompagner sur l'ensemble des sujets de marque employeur, de la construction d'une plateforme de marque employeur, jusqu'à son déploiement, jusqu'à la création de campagnes plus spécifiques dédiées à des métiers, dédiées à des profils, ou même à un job en particulier. On vous accompagne sur des relations écoles qui sont un levier stratégique et important aujourd'hui pour vous, employeurs. On peut aussi évidemment beaucoup vous accompagner en communication interne dans un objectif de fidélisation de vos collaborateurs au travers de dispositifs d'onboarding, de cooptation, d'employés advocacy. Et la dernière expertise qui rentre dans le parcours candidat, c'est évidemment le site carrière, qui est une étape clé dans le parcours et dans la transformation d'un candidat en collaborateur. On réalise une vingtaine de sites carrière par an, je crois. Donc, nous pouvons aussi vous accompagner sur ce périmètre-là. Donc, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas pour échanger, en discuter, explorer des nouveaux médias, des nouveaux leviers. Ensemble, on est à votre disposition. Et vous avez ici mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce Trust Day de rentrée. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et on vous dit à très vite pour un prochain Trust Day. Merci à tous. Merci.